Message vocal de maman, tu es exclu. Tu ne fais plus partie de la famille. J'ai retiré mon nom de la fiducie, j'ai gelé leur compte et j'ai fait annuler la vente de la maison. Le lendemain matin, 79 appels en absence et un avocat qui me dit « Nous avons un problème ». L'écran de mon téléphone illumina la pièce sombre. Il était exactement 2h17 du matin. Je me frottais les yeux et regardais la notification. C'était un email. L'objet était en lettres grasses. Avis de licenciement avec effet immédiat. Il avait été envoyé par mon père, Jean-Pierre Dubois. Il ne me l'avait pas seulement envoyé à moi. Il avait mis toute l'entreprise en copie. Chaque responsable, chaque stagiaire et chaque fournisseur l'avait vu. C'était une exécution numérique. Il n'avait pas eu le courage de me regarder dans les yeux. Un instant plus tard, une nouvelle icône apparut. Un message vocal de ma mère, Martine. J'appuyais sur lecture. Sa voix était froide. On aurait dit celle d'une inconnue. Tu ne fais pas partie de la famille, Amélie, dit-elle. Ne reviens pas. Nous continuons sans toi. Le message se termina par un clic. Je restai assise là, dans le silence de mon appartement. J'attendis les larmes. J'attendis que la douleur frappe ma poitrine, mais les larmes ne vinrent pas. Mes mains ne tremblaient pas. Au lieu de cela, je sentis mes épaules s'affaisser. Le lourd fardeau que j'avais porté pendant 5 ans avait soudainement disparu. Je regardais le téléphone et chuchotais un seul mot dans l'obscurité. Enfin. Je posai mon téléphone sur la table de nuit. L'écran devint noir. La pièce était silencieuse, mais mon esprit était bruyant. Ma mère avait dit que je ne faisais pas partie de la famille. Mon père avait dit que j'étais licencié. Il pensait me faire du mal. Il pensait me couper de la source de ma vie. Mais ils avaient tort. Ils coupaient la chaîne qui les maintenait à flot. Pendant 5 ans, j'ai vécu 2 vies. Pour le monde extérieur, le domaine du bois était une réussite. C'était un endroit magnifique dans la vallée de la Loire. Nous avions des collines verdoyantes. Nous avions des rangées de vignes parfaites. Nous avions une salle de dégustation avec des comptoirs en marbre et des chaises en velours. Les gens venaient de la ville pour boire notre pinot noir. Ils prenaient des photos. Ils les postaient en ligne. Ils disaient, la famille Dubois vit un rêve. Mes parents, Jean-Pierre et Martine, aimaient ce rêve. Ils aimaient l'image. Ils aimaient entrer dans un restaurant en ville et voir le propriétaire leur serrer la main. Ils aimaient être les propriétaires. Mais les propriétaires sont censés payer les factures. Les propriétaires sont censés comprendre les mathématiques. Mes parents ne comprenaient pas les mathématiques. Ils ne comprenaient que les dépenses. Je me souviens du jour où la chaîne invisible a commencé. C'était il y a 5 ans. J'avais 24 ans. Je venais d'emménager dans un petit appartement à Nantes pour commencer ma propre carrière. Je voulais de la distance. Je voulais être ma propre personne. Puis le téléphone a sonné. C'était le régisseur du vignoble, Louis. Amélie, chuchota Théil. La compagnie d'électricité est là. Ils vont couper le courant. Les pompes pour l'irrigation ne fonctionneront pas. Les raisins vont mourir. Passe-moi mon père, dis-je. Il n'est pas là, dit Louis. Il est à un déjeuner de golf. Il ne répond pas à son téléphone. S'il te plaît, Amélie. La facture est de 4 000 €. Elle est en retard de 3 mois. Je sentis un froid m'envahir. 4 000 €. C'était toutes mes économies à l'époque. J'économisais pour une voiture. J'économisais pour un voyage. Je m'en occupe, dis-je. Je transférais l'argent. Je payais la facture. Je sauvais les raisins. Quand je le dis à mon père plus tard ce soir-là, il rit. Il balaya l'air d'un geste de la main. Il tenait un verre de notre meilleure cuvée de réserve. Oh, Amélie, dit-il, ne sois pas si dramatique. La trésorerie est juste un peu tendue cette semaine. Je l'aurai payé demain. Tu t'inquiètes trop. Il ne me remboursa jamais. C'était le premier maillon de la chaîne. Au cours des 5 années suivantes, la chaîne devint plus lourde. Elle s'enroula autour de mon cou. Elle s'enroula autour de mes chevilles. Je devins la banque secrète du domaine du bois. Chaque mois, je vérifiais les comptes de l'entreprise. Chaque mois, ils étaient dans le rouge.
Mon père acheta un nouveau camion pour l'entreprise. Ma mère redécora la maison d'amis. Ils allèrent en Europe pour faire des recherches sur d'autres vignobles. Ils dépensaient l'argent sans compter. Pendant ce temps, le personnel devait être payé. Les impôts devaient être payés. Les bouteilles en verre devaient être achetées. Alors, je payais. Je travaillais à plein temps en ville comme analyste financière. Je gagnais bien ma vie, mais je ne gardais pas mon argent. Je vivais dans un appartement bon marché. Je conduisais une vieille voiture. J'achetais mes vêtements dans des magasins de déstockage. Chaque mois, je transférais 30% de mon salaire sur le compte du vignoble. Je ne leur disais pas que je le faisais. Si je leur disais, ils dépenseraient simplement plus. Je comblais simplement les trous qu'ils creusaient. Je me disais que je le faisais pour l'héritage. Je me disais que je le faisais pour la terre. Mais au fond de moi, je connaissais la vérité. Je le faisais parce que je voulais qu'ils m'aiment. Je voulais qu'ils me voient. Je pensais que si je les sauvais assez de fois, ils finiraient par dire « Merci, Amélie. Nous te respectons ». Ils ne l'ont jamais fait. Et puis il y avait Antoine. Antoine est mon frère aîné. Il a 32 ans. Il est beau. Il a un sourire parfait et des cheveux superbes. Il est l'égérie du domaine du bois. Antoine ne sait pas comment tailler une vigne. Il ne sait pas comment équilibrer une feuille de calcul. Il ne connaît pas la différence entre un débit et un crédit. Le travail d'Antoine était d'exister. Il passait ses journées au vignoble à prendre des photos. Il posait à côté des tonneaux. Il posait avec un verre de vin au coucher du soleil. Il publiait des stories sur Instagram avec des légendes comme Travel acharné vendangevier de vigneron. Je me souviens d'un mardi particulier en octobre dernier. C'était la période des vendanges. C'est la période la plus chargée de l'année. Les équipes travaillaient 18 heures par jour. L'odeur des raisins écrasés était partout. J'étais dans le bureau de l'arrière. C'était une petite pièce sans fenêtre. J'étais enseveli sous des piles de factures. Le fournisseur de verre menaçait d'arrêter les livraisons parce que nous lui devions 10 000 €. J'étais au téléphone en train de les supplier de nous accorder une semaine de plus. Je calculais quelle part de l'argent de mon propre loyer je pouvais épargner pour les payer. La porte s'ouvrit à la volée. Antoine entra. Il portait une chemise en lin blanc et des lunettes de soleil de créateur. On aurait dit qu'il sortait tout droit d'un magazine. « Amélie » cria-t-il. « Super nouvelle. » Je couvris le téléphone. « Je suis occupé, Antoine. »« Qu'est-ce que c'est ? » ?»« J'ai besoin de 5 000 balles, dit-il. Je le dévisageai. « Quoi ? 5 000 ?» Il dit, « Il y a une conférence d'influenceurs du vin à Cannes la semaine prochaine. Je dois y aller. C'est énorme pour la marque. Tout le monde y sera. Je dois réserver le vol et la suite d'hôtel aujourd'hui. » « Antoine, dis-je, la voix tremblante. Nous ne pouvons pas nous le permettre. On peut à peine se payer les bouteilles pour cette récolte. Je suis en train de me battre avec le fournisseur en ce moment même. » Il roula des yeux. Il laissa échapper un grand soupir. « Tu es toujours une telle rabat-joie, Amélie, dit-il. C'est du marketing. Il faut dépenser de l'argent pour gagner de l'argent. Papa a dit que je pouvais y aller. Il a dit de te demander le chèque. Papa ne connaît pas les chiffres, dis-je. Il n'y a pas d'argent. » Antoine s'appuya contre le cadre de la porte. Il me regarda avec pitié. « Débrouille-toi, Amé, dit-il. C'est ce que tu fais. Tu es la mateuse. Je suis l'image. On a tous nos rôles. » Il se retourna et sortit. 5 minutes plus tard, je reçus une notification sur mon téléphone. Antoine avait posté une nouvelle photo. C'était lui, assis sur le capot de son 4x4 chic, tenant une bouteille de vin. La légende disait, bâtir un empire demande du cran. Pas de jour de congé. La bosse. Je regardais les factures sur mon bureau. Je regardais l'application de mon compte bancaire sur mon téléphone. Je transférais l'argent. Je payais le fournisseur de verre. Puis j'utilisais ma carte de crédit pour réserver le vol d'Antoine pour Cannes. J'étais invisible. Mes parents et Antoine vivaient dans un monde brillant et scintillant. Ils marchaient sur une scène que j'avais construite pour eux. Ils mangeaient la nourriture que j'achetais. Ils conduisaient les voitures que je louais.
Mais ils ne voyaient pas les planches. Ils ne voyaient pas les clous. Ils ne me voyaient pas, sous la scène, soutenant le tout à main nue. Pour eux, l'argent apparaissait simplement. C'était magique. Si les lumières restaient allumées, ils supposaient qu'ils étaient de brillants chefs d'entreprise. Si les salaires étaient versés, ils supposaient qu'ils avaient réussi. Ils ne demandaient jamais comment. Ils ne demandaient jamais d'où venait l'argent. Ils me traitaient comme une secrétaire. Amélie, classe ça. Amélie, appelle le plombier. Amélie, pourquoi Internet est lent? Je faisais tout. Je réparais tout. J'absorbais chaque crise pour qu'ils puissent dormir tranquillement dans leur grande maison sur la colline. Je pensais que j'étais une bonne fille. Je pensais que j'étais loyal. Mais ce soir, en lisant cet email, j'ai réalisé que je n'étais pas loyal. J'étais utilisé. Ils ne voulaient pas une fille. Ils voulaient une servante qui payait pour le privilège de les servir. La voix de ma mère résonnait dans ma tête. Tu ne fais pas partie de la famille. Elle avait raison. Une famille ne te traite pas comme un distributeur de billets. Une famille ne te traite pas comme un fantôme. Je regardais à nouveau l'email. Avis de licenciement. Il pensait virer une employée. Il pensait se débarrasser d'une nuisance. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de faire. Il venait de couper la chaîne invisible. Et sans la chaîne, le poids écrasant de leur propre incompétence était sur le point de s'abattre sur leur tête. Il m'appelait la petite méticuleuse. Ça a commencé comme une blague lors d'un dîner de famille. Nous fêtions le 60e anniversaire de mon père. Nous étions dans un grand restaurant parisien. La table était pleine de vin cher et de fruits de mer. Mon père se leva pour porter un toast. Il était rouge et heureux. Il adorait être le centre de l'attention. Au domaine du bois, gronda-t-il. Et à la vision. Vous savez, les gens m'ont dit que j'étais fou d'acheter cette terre. Ils disaient, Jean-Pierre, tu ne connais rien aux raisins. Mais j'avais une intuition. J'avais la vision. Et regardez-nous maintenant. Tout le monde applaudit. Ma mère lui sourit d'un air radieux. Antoine leva son verre. Puis mon père me regarda. Et à Amélie, dit-il, notre petite méticuleuse. Elle s'occupe des trucs ennuyeux, la paperasse, les formulaires. Elle met les points sur les i pour que nous puissions continuer à rêver en grand. La table rit. Ce n'était pas un rire méchant, exactement. C'était un rire dédaigneux. C'était une tape sur la tête. Je forçai un sourire. Je bus mon vin. Les trucs ennuyeux. C'est comme ça qu'il appelait ça. Laissez-moi vous parler des trucs ennuyeux. Il y a 3 ans, le vignoble était à l'agonie. Mon père avait fait de mauvais investissements en bourse. Il avait perdu beaucoup d'argent personnel. Parce que le vignoble était une entreprise individuelle à l'époque, sa faillite personnelle allait couler l'affaire. Nous avions besoin d'une ligne de crédit. Nous avions besoin de 125 000 € pour moderniser les cuves de fermentation. Si nous ne modernisions pas, nous ne pourrions pas traiter la récolte. L'entreprise prendrait fin. J'ai traîné mon père à la banque. Nous nous sommes assis dans le bureau du conseiller de crédit, Monsieur Durand. Monsieur Durand regarda le rapport de crédit de mon père. Il fronça les sourcils. Il regarda les déclarations de revenus du vignoble, qui étaient un désordre parce que mon père refusait d'embaucher un vrai comptable. Je suis désolé, Jean-Pierre, dit Monsieur Durand. La banque ne peut pas approuver ce prêt. Votre profil de risque est trop élevé. La faillite est toujours dans votre dossier. Le visage de mon père devint rouge. Il se mit à crier. Vous savez qui je suis? Je suis un pilier de cette communauté. Mon vin remporte des prix. C'est peut-être vrai, dit calmement Monsieur Durand. Mais la banque traite avec des chiffres, pas des prix. Mon père se leva. Il était prêt à sortir en trombe. Il était prêt à abandonner. Je restai assise. Assieds-toi, papa, dis-je doucement. Il me regarda, choqué. Quoi? Assieds-toi. Je me tournai vers Monsieur Durand. J'ouvris ma mallette. J'en sortis un dossier. Monsieur Durand, dis-je, je m'appelle Amélie Dubois. J'ai un excellent dossier de crédit. J'ai un revenu stable en tant qu'analyste financière senior. J'ai des actifs importants à mon nom. Je posai une pile de papier sur le bureau.
Je veux restructurer la demande de prêt, dis-je. Je serai la garante principale. La ligne de crédit sera garantie par mes actifs personnels. J'assumerai l'entière responsabilité juridique de la dette. La bouche de mon père s'entr'ouvrit. Monsieur Durand regarda les papiers. Il me regarda. Il tapa quelque chose sur son ordinateur. Si vous signez ceci, mademoiselle Dubois, dit-il, c'est vous qui serez redevable. Si le vignoble fait défaut, nous nous tournerons vers vous. Nous prendrons vos économies. Nous prendrons votre voiture. Nous saisirons vos salaires. Je comprends, dis-je. Je ne regardais pas mon père. Je signai le papier. Nous avons eu l'argent. Le vignoble a survécu. Sur le chemin du retour, mon père resta silencieux pendant 10 minutes. Puis il s'éclaircit la gorge. Eh bien, dit-il, heureusement que tu étais là pour t'occuper de la paperasse, ma chérie. Mais je l'ai bien charmé à la fin, n'est-ce pas? Il réécrivait l'histoire avant même que nous soyons sortis de la voiture. Mais le plus grand secret, celui qui était sur le point de les détruire, était la licence de débit de boisson. En France, il faut une licence d'État pour vendre de l'alcool. C'est très strict. Si vous avez une faillite ou certains problèmes juridiques à votre dossier, l'État ne vous donnera pas de licence. Mon père ne pouvait pas détenir de licence. Donc, la licence pour le domaine du bois, l'autorisation légale de vendre une seule goutte de vin, était à mon nom. Pas au nom de l'entreprise. À mon nom. J'étais la titulaire de la licence. J'étais la partie responsable. Mes parents le savaient, bien sûr, mais ils choisirent de l'oublier. C'était juste un détail. C'était juste une formalité. Pour moi, c'était une arme. J'étais la PDG de l'ombre. Ma mère choisissait les rideaux. Mon père choisissait les étiquettes de vin. Antoine choisissait la musique pour les playlists. Mais c'est moi qui choisissais l'assurance. Je négociais les contrats avec les distributeurs. Je gérais le système de paie. Je détenais les clés du royaume numérique. Je travaillais tous les week-ends. Pendant que mes amis allaient bruncher ou faire de la randonnée, je conduisais 2 heures jusqu'au vignoble pour réparer une panne de serveur ou faire la comptabilité. Je parcourais les rangs de vignes dans mes bottes, vérifiant les lignes d'irrigation parce que mon père oubliait de le faire. Je connaissais le sol. Je connaissais les vignes mieux que les gens qui prétendaient en être les propriétaires. J'aimais le vignoble. J'aimais l'odeur de la terre le matin. J'aimais son potentiel. Je pensais que si je travaillais assez dur, il finirait par être à moi. Pas légalement, peut-être, mais spirituellement. Je pensais que je gagnerais ma place à la table. Mais la petite méticuleuse n'a jamais de place à la table. Elle se contente de servir la nourriture. Je me souviens d'une dispute que j'ai eue avec ma mère il y a 2 mois. J'étais dans la cuisine de la maison principale. C'était un samedi. J'essayais de lui expliquer que nous devions réduire les coûts pour le gala à venir. Maman, dis-je, on ne peut pas engager l'orchestre cette année. C'est trop cher. On devrait utiliser un DJ. Elle arrangeait des fleurs dans un vase. Elle ne me regarda même pas. Ne sois pas radine, Amélie, dit-elle. L'orchestre ajoute de la classe. Nous sommes une marque de luxe. Nous sommes une marque de luxe sans argent, rétorquai-je. Je te dis que les chiffres ne collent pas. Elle se retourna. Ses yeux étaient froids. Arrête ça, siffla-t-elle. Tu essaies toujours de gâcher notre joie. Tu es si amer. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Antoine? Il est toujours positif. Il apporte de l'énergie. Toi, tu n'apportes que des problèmes. J'apporte des solutions, criai-je. Je suis la seule raison pour laquelle il y a de la lumière dans cette cuisine. Tu fais la paperasse, Amélie, cria-t-elle en retour. Nous rêvons. Sans notre vision, ta paperasse est inutile. Reste à ta place. Reste à ta place. Cette phrase me brûla l'estomac. Ma place était dans l'arrière-salle. Ma place était dans l'ombre. Ma place était de me taire et de payer les factures. Je suis rentré en ville cette nuit-là en larmes. J'ai pleuré tout le long du trajet. Je me sentais piégé. Je me sentais stupide. Pourquoi restais-je? Pourquoi continuais-je à les sauver? Parce que j'avais peur. J'avais peur de perdre ma famille. J'avais peur que si j'arrêtais de payer,
ils arrêteraient de m'aimer. Mais ce soir, la peur avait disparu. L'email de mon père avait tout changé. Avis de licenciement. Il avait viré la petite méticuleuse. Il ne réalisait pas que la petite méticuleuse possédait les détails. Et en affaires, les détails sont tout. J'étais assise dans mon appartement, sirotant un verre d'eau. Il était 3 heures du matin maintenant. Les lumières de la ville à l'extérieur de ma fenêtre étaient floues. J'ai pensé au dossier dans mon coffre-fort. Maître Leroy, mon avocate personnelle, me l'avait fait créer il y a 2 ans. Maître Leroy était un requin. Elle voyait ma famille clairement. Amélie, avait-elle dit, tu as besoin d'une stratégie de sortie. Tu es personnellement responsable de tout. S'il coule le navire, tu te noies. Nous devons rédiger des documents qui peuvent te détacher instantanément. Je ne les utiliserai jamais, lui avais-je dit. Ce sont mes parents. Garde-les simplement dans le coffre, avait dit Maître Leroy. Juste au cas où. Je me levai. Je marchai vers mon placard. Je déplaçai une boîte de chaussures et sortis le petit coffre-fort ignifuge. Je tapai le code 0419, ma date de naissance. L'anniversaire qu'ils avaient oublié l'année dernière. Le coffre-fort bipa et s'ouvrit avec un clic. Je plongeai la main à l'intérieur et sortis un dossier bleu. Je m'assis par terre et l'ouvris. Les papiers étaient impeccables et blancs. Révocation de la garantie personnelle. Résiliation du mandat. Avis de renonciation à la licence de débit de boisson. Mes mains touchèrent le papier. Il était frais. Ils voulaient continuer sans moi. Ils voulaient être les propriétaires sans la petite méticuleuse. D'accord, voyons comment ils aiment posséder un vignoble qui ne peut pas vendre de vin, ne peut pas payer le personnel et ne peut pas emprunter un centime. Je n'étais pas juste une employée qu'ils pouvaient virer. J'étais le moteur, et ils venaient de jeter les clés. Je pris un stylo. Il était temps de signer. Le mot déloyal était coincé dans ma tête. Il se trouvait dans le 3e paragraphe de l'email de licenciement de mon père. En raison de votre conduite déloyale et de votre incapacité à soutenir la vision familiale, votre emploi est résilié immédiatement. Déloyal. Je regardais le mot sur l'écran de mon ordinateur portable. La lumière bleue du moniteur me faisait mal aux yeux. J'ai pensé au Noël d'il y a 4 ans. Je n'avais acheté de cadeau à personne. Je leur avais dit que j'étais fauché. Ils s'étaient moqués de moi. Ils m'avaient traité de Picsou. Ils ne savaient pas que j'avais utilisé ma prime de Noël pour payer la taxe foncière sur le vignoble afin que le comté ne mette pas un privilège sur la terre. J'ai pensé à la fois où Antoine a accidenté la camionnette de livraison. Il était ivre. Il l'avait conduite dans un fossé. Je n'ai pas appelé la police. J'ai appelé une dépanneuse. J'ai payé les réparations de ma poche pour que l'assurance n'augmente pas. Je l'ai ramené à la maison et l'ai mis au lit. Je n'ai jamais rien dit à maman et papa. Déloyal. Je regardais les papiers étalés sur mon sol. Mon avocate, Maître Leroy, était intelligente. Elle savait que ce jour viendrait. Elle savait que les gens qui vous utilisent finissent par vous en vouloir. Ils détestent vous voir, alors ils essaient de se débarrasser de vous pour prouver qu'ils sont forts. Je pris le premier document, révocation de la garantie personnelle. C'était le plus important. C'était la ligne de crédit de 125 000 €. La banque avait permis au vignoble d'emprunter cet argent uniquement parce que j'avais dit que je le rembourserais si l'entreprise faisait faillite. Mon père utilisait cette ligne de crédit pour tout. Il l'utilisait pour acheter des barriques. Il l'utilisait pour payer le gala. Il l'utilisait pour louer son camion. Tant que j'étais la garante, j'étais responsable. Si je partais maintenant sans rien faire, il pourrait maximiser la carte de crédit, dépenser chaque centime, et la banque viendrait me réclamer l'argent. Je serais ruiné. Je ne pouvais pas laisser cela se produire. Je me connectais au portail sécurisé de la banque. Mes mains étaient stables. Je ressentais un étrange sentiment de calme. C'était le calme d'un chirurgien retirant une tumeur. Je naviguais jusqu'à l'onglet de gestion des garants. Il y avait un bouton, révoquer la responsabilité. Une boîte d'avertissement apparut. Avertissement, la révocation de votre garantie personnelle entraînera un gel immédiat de la ligne de crédit associée. Toutes les cartes actives seront refusées. Les chèques en circulation pourraient être rejetés. Êtes-vous sûr? Je fis une pause. Si je cliquais sur oui,
l'argent s'arrêtait instantanément. J'ai pensé au visage de mon père quand il a envoyé cet email. J'ai pensé à lui appuyant sur répondre à tous. Il voulait m'humilier. Il voulait montrer au personnel qu'il était le patron. Il voulait diriger l'entreprise. Très bien. Dirige-la avec ton propre dossier de crédit, papa. J'ai cliqué sur oui. L'écran chargea une seconde. Puis il clignota en rouge. Action terminée. Compte gelé. Avis envoyé au titulaire du compte. La première étape était terminée. Le robinet d'argent était fermé. Je pris le deuxième document. Avis de renonciation à la licence de débit de boisson. C'était l'option nucléaire. Un vignoble ne peut pas fonctionner sans licence. Vous ne pouvez pas servir une dégustation. Vous ne pouvez pas vendre une bouteille. Vous ne pouvez même pas expédier de vin à un membre du club. En raison de la faillite passée de mon père, l'État français ne lui accorderait pas de licence. Le numéro de licence était lié à mon numéro de sécurité sociale. J'étais la titulaire légale. Si je n'étais plus une employée, je ne pouvais pas légalement détenir la licence pour les locaux. Si je les laissais continuer à vendre du vin sous mon nom et qu'ils vendaient à un mineur ou enfreignaient une loi, j'irais en prison. Je recevrais une amende. Je devais me protéger. J'ouvris mon client de messagerie. Je rédigeai un nouveau message à la Direction générale des douanes et droits indirects, DGDI. Je joignis le formulaire de renonciation signé. Je joignis l'email de licenciement que mon père m'avait envoyé. J'écrivis un message simple au service des licences. Je sous-signai Amélie Dubois, unique titulaire de la licence pour le domaine du bois. À compter de 2h17 aujourd'hui, mon emploi a été résilié par les propriétaires. Je n'ai plus accès aux locaux ni contrôle sur l'inventaire. Par conséquent, je renonce immédiatement à la licence. Veuillez suspendre tous les privilèges avec effet immédiat pour empêcher les ventes non autorisées sous mon nom. Je passai la souris sur le bouton d'envoi. Cela les mettrait à l'arrêt. Pas seulement le compte bancaire, mais l'entreprise elle-même. Les portes devraient fermer. La voix de ma mère résonna dans mon oreille. Ne reviens pas, j'appuyai sur envoyer. Fait. Il restait une dernière chose. Les accès. J'étais l'administratrice pour tout ce qui était numérique. Le système de paie, les portails des distributeurs, le nom de domaine du site web, le serveur de messagerie. Ils étaient tous enregistrés à mon adresse email personnelle et à mon numéro de téléphone pour l'authentification à 2 facteurs. Je me connectais au système de paie. Demain, c'était le jour de paie. Le personnel, 20 personnes, attendait leur chèque. L'argent pour la paie venait du compte d'exploitation, mais le compte d'exploitation était alimenté par la ligne de crédit, et je venais de geler la ligne de crédit. Le système affichait un avertissement, fonds insuffisants détectés pour la paie automatique. Habituellement, je transférais mon propre argent pour couvrir le manque, ou j'appelais la banque pour supplier une dérogation. Pas ce soir. Je suis allé dans les paramètres d'administration. J'ai vu mon nom, Amélie Dubois, super administratrice. J'ai vu le nom de mon père, Jean-Pierre Dubois, utilisateur, consultation seule. J'ai cliqué sur le profil de mon père. J'ai changé son rôle de consultation seule à administrateur. Puis je me suis supprimé. Un message est apparu. Vous êtes sur le point de supprimer votre accès administratif. Vous ne pourrez plus gérer cette entreprise. Cette action est irréversible. Bien. Je ne voulais pas la gérer. Je ne voulais pas la réparer. J'ai cliqué sur confirmer. L'écran est devenu blanc, puis il m'a renvoyé à la page de connexion. J'ai essayé de me reconnecter. Accès refusé. C'était fait. Je me suis adossé contre le côté de mon lit. J'ai regardé l'horloge. Il était 3h45 du matin. La chaîne était brisée. Pendant 5 ans, j'avais été la colle qui maintenait une statue brisée. Je me réveillais chaque jour avec la peur qu'elle ne se brise. Je m'épuisais à essayer de cacher les fissures. Maintenant, j'avais lâché prise. La statue allait tomber. Elle allait se briser en 1 million de morceaux. J'ai ressenti une vague de tristesse. Mais ce n'était pas pour mes parents. C'était pour le vignoble. J'aimais ces vignes. J'aimais l'odeur de la cave. J'aimais l'équipe. Louis, le régisseur. Marie, dans la salle de dégustation.
C'étaient de bonnes personnes. Ils allaient être blessés parce que mes parents étaient arrogants. Mais je ne pouvais plus les sauver. On ne peut pas sauver des gens qui vous noient activement. J'ai fermé mon ordinateur portable. J'ai remis les papiers dans le coffre-fort. Je suis allé à la cuisine et j'ai versé le reste du vin dans l'évier. Je ne voulais pas le boire. Il avait le goût de l'obligation. Je suis allé dans ma salle de bain et je me suis lavé le visage. Je me suis regardé dans le miroir. J'avais l'air fatigué. J'avais des cernes sous les yeux, mais mes yeux étaient clairs. J'avais 29 ans. J'étais intelligente. J'étais capable. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, j'étais libre. Je suis allé me coucher. J'ai tiré la lourde couette jusqu'à mon menton. Je m'attendais à me tourner et me retourner. Je m'attendais à m'inquiéter, mais je me suis endormi instantanément. Je me suis réveillé avec le soleil qui filtrait par ma fenêtre. Il était 8h30. Je me suis étiré. Pendant une seconde, j'ai oublié ce qui s'était passé. C'était comme un mardi normal. J'ai attrapé mon téléphone pour vérifier mes emails, ma routine habituelle. Puis j'ai vu les notifications. Mon écran de verrouillage était plein. C'était un mur de SMS et d'appels manqués. 17 appels manqués, 42 nouveaux messages. La panique avait commencé. Je n'ai pas encore déverrouillé le téléphone. Je me suis levé, je suis allé à la cuisine et j'ai fait une cafetière. Je voulais être complètement réveillé pour ça. Je voulais le savourer. J'ai versé le café dans ma tasse préférée. Je suis sorti sur mon petit balcon. L'air de Nantes était frais et vivifiant. J'ai pris une gorgée. C'était chaud et fort. Puis je me suis assise et j'ai déverrouillé mon téléphone. J'ai fait défiler jusqu'en bas pour voir comment ça avait commencé. 6h05 Louis, régisseur du vignoble, Amélie. Bonjour. J'ai essayé de faire pointer l'équipe des champs, mais l'iPad dit système suspendu. Y a-t-il un bug? Peux-tu réparer ça? 6h15 Louis, Amélie. Les gars attendent. Je ne peux pas imprimer les ordres de travail non plus. Le système dit abonnement annulé. Appelle-moi. 6h45 Marie, responsable de la salle de dégustation, salut, désolé de te déranger si tôt. J'essaie d'ouvrir la caisse pour la journée. Le système de point de vente est en panne. Il dit licence invalide. Qu'est-ce que ça veut dire? On a un groupe de touristes qui arrive à 10h. J'ai pris une autre gorgée de café. Le message licence invalide signifiait que la DGDI avait traité mon email. Leur système automatisé était rapide. Quand j'ai renoncé à la licence, la base de données de l'État s'est mise à jour. Notre système de point de vente, qui vérifie quotidiennement le statut de la licence, s'est bloqué automatiquement. Il ne pouvait pas vendre un billet. Il ne pouvait pas ouvrir une bouteille. 7h10 Antoine, yo, Amé. Ma carte d'entreprise vient d'être refusée à la station-service. La honte totale. Il y a plein d'argent sur le compte, non? Règle ça vite. J'ai une réunion. J'ai ri aux éclats. Un vrai rire sincère. Antoine était probablement debout à une station Total dans son 4x4 Cher, essayant d'avoir l'air cool pendant que la pompe clignotait le refusait. Il a probablement essayé de la passer 3 fois. 7h15 Antoine, réponds à ton téléphone. Sérieusement, Amélie, je suis coincé ici. Je n'ai pas de liquide. Bienvenue dans la réalité, Antoine. 7h30 Papa, Amélie, décroche immédiatement. 7h32. Papa, pourquoi je reçois des alertes de la banque? Ça dit ligne de crédit révoquée. Tu as fait quelque chose? Appelle-moi maintenant. 7h45 Papa, enfant ingrate. Que as-tu fait? La paix ne passe pas. Louis me crie dessus. Règle ça tout de suite. 8h Maman, Amélie, ce n'est pas drôle. Ton père est très contrarié. Arrête de jouer et rallume les systèmes. Nous sommes tes parents. J'ai fixé ce message. Nous sommes tes parents. Il y a 6 heures, je ne faisais pas partie de la famille. Il y a 6 heures, j'étais licencié. Maintenant que l'argent avait disparu, j'étais soudainement leur fille à nouveau. Soudainement, on avait besoin de moi. Je n'ai pas répondu. J'ai parcouru à nouveau les messages. Je pouvais visualiser la scène au vignoble parfaitement.
Mon père serait dans son bureau, frappant du poing sur la table. Il essaierait de se connecter au compte bancaire, mais son mot de passe ne fonctionnerait pas parce que le compte était gelé. Il hurlerait à l'écran de l'ordinateur. Louis se tiendrait dans l'embrasure de la porte, son chapeau à la main, demandant comment il était censé payer les vendangeurs. Les vendangeurs ne travaillent pas gratuitement. S'ils ne sont pas payés, ils partent. S'ils partent, les raisins pourrissent sur pied. Ma mère ferait les 100 pas dans la cuisine, appelant les traiteurs pour le gala, pour découvrir que le chèque qu'elle leur avait fait la veille avait été rejeté. Et Antoine. Antoine était probablement encore à la station-service, appelant ses amis pour qu'ils lui virent 20 € pour l'essence. Ils expérimentaient le monde réel pour la première fois depuis des années. Un nouveau SMS est arrivé en haut de l'écran. 8h35, papa, je te préviens. Si tu ne règles pas ça dans 10 minutes, j'appelle la police. C'est du sabotage. J'ai tapé une réponse. Mes doigts volaient sur l'écran. Ce n'est pas du sabotage, Jean-Pierre. Ce sont les affaires. Tu as mis fin à mon contrat de travail. Par conséquent, je ne suis plus la mandataire de l'entreprise. J'ai révoqué ma garantie personnelle parce que je ne travaille plus là-bas. J'ai renoncé à la licence de débit de boisson parce qu'elle est à mon nom et que je ne suis pas sur les lieux. Ce sont des procédures légales standards pour une employée licenciée. Tu voulais diriger l'entreprise sans moi. Maintenant, c'est le cas. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai regardé les 3 petits points apparaître pendant qu'il tapait sa réponse. Puis ils ont disparu. Puis ils sont réapparus. Il avait du mal à trouver les mots. Finalement, une réponse est arrivée. Tu es en train de tuer l'entreprise. J'ai répondu, l'entreprise est morte il y a 5 ans. J'étais juste sous assistance respiratoire. C'est toi qui as débranché la prise, pas moi. J'ai posé le téléphone sur la table, face contre table. J'ai senti une vibration, puis une autre, puis un long bourdonnement continu alors qu'il essayait de m'appeler. Je l'ai ignoré. J'ai fini mon café. Je me suis levé et suis retourné à l'intérieur. J'ai ouvert mon placard et regardé mes vêtements. Normalement, un mardi, j'aurais mis un blazer et un pantalon. J'aurais conduit jusqu'au bureau. J'aurais passé toute la journée à m'inquiéter de la trésorerie du vignoble. Aujourd'hui, j'ai mis un pantalon de yoga et un sweat à capuche doux. Je n'allais pas au bureau. Je n'allais pas au vignoble. J'avais rendez-vous avec Maître Leroy, mon avocate, à 11h. Nous devions formaliser la séparation. Mais avant ça, j'allais faire une promenade. J'allais marcher jusqu'au bord de la Loire. J'allais regarder les bateaux. Je suis allé à la porte de mon appartement. J'ai pris mes clés. Mon téléphone bourdonnait encore sur la table du balcon. Ma mère avait laissé un message vocal disant que je ne faisais pas partie de la famille. Elle disait qu'il continuait sans moi. J'ai souri. Bonne chance pour continuer sans essence, ai-je chuchoté. J'ai fermé la porte et je suis sorti au soleil. Mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, je ne l'ai pas ignoré. Le nom sur l'écran était Maître Bernard. Maître Arthur Bernard était l'avocat de la famille. C'était un homme qui portait des costumes chers et sentait le cigare froid. Il était le réparateur de mon père depuis 20 ans. Chaque fois que mon père recevait une amende pour excès de vitesse ou avait un différend avec un voisin, Maître Bernard faisait disparaître le problème. Il avait l'habitude d'intimider les gens. Il avait l'habitude d'obtenir ce qu'il voulait. J'ai pris une profonde inspiration. Je me suis assise sur un banc près de l'eau. La Loire était calme. Les mouettes criaient au-dessus de ma tête. J'ai fait glisser le bouton pour répondre. Bonjour, Arthur, dis-je. Ma voix était stable. Amélie, aboya-t-il. Il n'a pas dit bonjour. Qu'est-ce que tu fabriques, bon sang? J'ai Jean-Pierre dans mon bureau en ce moment. Il est en pleine crise de nerfs. Tu dois arrêter ces bêtises immédiatement. Je ne fais rien, Arthur, dis-je. Je suis assise au bord de la Loire. C'est une matinée charmante. Ne joue pas à la maligne avec moi, lança-t-il. Tu as renoncé à la licence de débit de boisson. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Les distributeurs ont signalé le compte. Nous avons 3 camions de stock sur le quai de chargement et les chauffeurs refusent de livrer parce que le numéro de licence est invalide. C'est 50 000 € de vin qui cuisent au soleil.
Ça ressemble à un problème pour les propriétaires, dis-je. Tu es la titulaire de la licence, cria-t-il. Plus maintenant, dis-je. J'ai été licencié à 2h17. J'ai l'email. Une employée licenciée ne peut pas détenir la licence pour les locaux. C'est la loi, Arthur. Tu connais la loi. Si je n'y avais pas renoncé, je commettrais une fraude. Il y eut un silence au bout du fil. Il savait que j'avais raison, mais il n'était pas habitué à ce que je me défende. Amélie, sa voix changea. Elle devint plus douce, plus condescendante. C'était la voix qu'il utilisait quand j'étais enfant. Écoute, je sais que tu es blessé. Ton père. Il peut être impulsif. Il a envoyé cet email dans le feu de l'action, mais on peut arranger ça. Connecte-toi, réactive la licence et remets la ligne de crédit en marche. On peut s'asseoir cet après-midi et parler de ta position. Ma position, demandai-je. Tu veux dire la position de ne pas faire partie de la famille? Il ne le pensait pas, mentit Arthur. C'est ton père. Il t'aime. Il veut juste ce qu'il y a de mieux pour l'entreprise. J'ai ri. C'était un son froid et sec. Arthur, dis-je, sais-tu qui a payé ta facture le mois dernier? Pardon? Tes honoraires, dis-je. 2000 €. Sais-tu qui a signé le chèque? Sais-tu qui a transféré les fonds parce que le compte principal était vide? Il n'a pas répondu. C'est moi, dis-je. Je t'ai payé. Mon père n'a pas regardé un bilan depuis 10 ans. Tu me fais la morale sur la loyauté envers un homme qui ne peut même pas payer son propre avocat sans mon aide. C'est du chantage, siffla Arthur. Tu tiens l'entreprise en otage. Non, dis-je. Je m'en vais, tout simplement. Ils voulaient que je parte. Ils ont eu leur vœu exaucé. Mais ils ont oublié quelque chose, Arthur. Ils ont oublié que je n'étais pas juste une employée. J'étais la fondation. On ne peut pas virer la fondation et s'attendre à ce que la maison reste debout. Nous te poursuivrons en justice, menaça-t-il. Nous te poursuivrons pour dommages et intérêts. Nous te poursuivrons pour manquement à l'obligation fiduciaire. Vas-y, dis-je. J'ai rendez-vous avec mon avocate, Maître Leroy, dans 1 heure. Envoie-lui les papiers. Mais Arthur, assure-toi de demander une provision d'honoraires à l'avance, parce que la carte de crédit du domaine Dubois ne va pas fonctionner. J'ai raccroché. J'ai fixé le téléphone. Mon cœur battait vite, mais pas de peur. C'était de l'adrénaline. Pendant des années, j'ai pensé que Maître Bernard était puissant. J'ai pensé que mon père était puissant. Je marchais sur des œufs autour d'eux. Je mendiais leur approbation. Je pensais qu'ils détenaient toutes les cartes. Mais assise là, sur ce banc, j'ai réalisé la vérité. C'était une illusion. Il n'était pas puissant. Il louait le pouvoir. Il louait la terre à la banque. Il louait la protection juridique de Maître Bernard. Il louait le style de vie à la compagnie de cartes de crédit. Et il louait leurs compétences à moi. C'est moi qui faisais les affaires. C'est moi qui résolvais les problèmes. C'est moi qui veillais tard. Ils n'étaient que les locataires de la vie que j'avais construite pour eux. Et maintenant, le propriétaire avait changé les serrures. J'ai regardé à nouveau mes SMS. Il y en avait un nouveau de Louis. 9h15 Louis, Amélie, je suis désolé. Je dois renvoyer l'équipe à la maison. Je ne peux pas leur demander de travailler si je ne peux pas leur promettre d'être payé. Les raisins sont prêts à être cueillis. Si on ne les cueille pas dans 3 jours, ils deviendront trop sucrés. Les niveaux de sucre sont déjà élevés. Ce millésime sera ruiné. J'ai senti une douleur aiguë dans ma poitrine. J'ai fermé les yeux. Je pouvais voir les vignes. Je savais exactement quelle rangée était prête. La parcelle de pinot noir. C'était le meilleur fruit que nous avions cultivé depuis des années. Il allait faire un vin primé. S'il ne le cueillait pas, les oiseaux le mangeraient. Le soleil le ferait se ratatiner. Il se transformerait en raisin sec. C'était un gâchis. Un terrible et coupable gâchis. Mais je ne pouvais pas revenir en arrière. Si je revenais maintenant, si je réglais le problème pour eux une fois de plus, rien ne changerait. Ils apprendraient qu'ils pouvaient me traiter comme une ordure et que je les sauverais quand même. J'ai tapé une réponse à Louis.
Je suis désolé, Lou. Tu es un bon régisseur. Tu devrais appeler l'agence d'intérim et voir s'ils ont d'autres travaux pour tes gars. Dis-leur que j'ai dit que tu es le meilleur. J'ai mis le téléphone dans ma poche. Je me suis levé et j'ai lissé les plis de mon pantalon de yoga. L'illusion avait disparu. Mes parents n'étaient que deux personnes effrayées dans une grande maison, criant sur un écran d'ordinateur qui ne leur obéissait pas. J'ai ressenti une étrange pitié, mais je n'ai pas ressenti de culpabilité. Je me suis retourné et j'ai marché vers le quartier des affaires. J'avais un rendez-vous à honorer. Le bureau de Maître Leroy se trouvait au 40e étage d'une tour de verre dans le centre-ville de Nantes. Ça sentait le café cher et le cuir. Maître Leroy était une femme vive. Elle avait les cheveux courts et des yeux bleus perçants. Elle ne m'a pas prise dans ses bras quand je suis entré. Elle a juste hoché la tête et m'a montré la chaise. « Vous avez une mine affreuse, Amélie, dit-elle. »« Merci, dis-je. J'ai eu une nuit difficile. »« J'ai entendu, dit-elle. J'ai reçu les notifications par email quand vous avez déclenché les protocoles en cas d'urgence. Vous avez révoqué la garantie et renoncé à la licence. Des décisions audacieuses. Je devais le faire, dis-je. Ils m'ont viré. » Maître Leroy s'assit derrière son bureau. Elle n'avait pas l'air heureuse. Elle avait l'air sérieuse. Plus sérieuse que d'habitude. « Je sais qu'ils vous ont viré, dit-elle. Mais savez-vous pourquoi? Parce qu'ils sont mesquins, dis-je. Parce que j'ai refusé de payer le voyage d'Antoine à Cannes. Parce que ma mère déteste que je comprenne les maths et pas elle. » Maître Leroy secoua la tête. Non, ce sont les raisons pour lesquelles ils vous détestent. Mais ce ne sont pas les raisons pour lesquelles ils vous ont viré maintenant. À 2 heures du matin, un mardi. Elle fit glisser un épais dossier sur le bureau. Jetez un œil à ça. J'ouvris le dossier. Le premier document portait le cachet confidentiel. Le titre était « Lettre d'intention, acquisition du domaine du bois. Acheteur, Omni Global Beverage Group. Prix d'achat, 8 millions d'euros. » Je me figeai. Je fixai les chiffres. 8 millions d'euros. Ils vendent, chuchotai-je. Ils étaient temps pour parler depuis 3 mois, dit Maître Leroy. Omni Global est un conglomérat massif. Ils achètent des marques familiales, les dépouillent et vendent le vin en supermarché. J'eus la nausée. 3 mois, dis-je. Je gérais les comptes. Je m'occupais des opérations quotidiennes. Comment ai-je pu ne pas le savoir? Ils vous ont contourné, dit Maître Leroy. Ils ont engagé un courtier extérieur. Ils ont utilisé une adresse email privée. Ils ne voulaient pas que vous le sachiez. Pourquoi, demandai-je. Je les aurais aidés. S'ils voulaient vendre, j'aurais organisé les finances. Je leur aurais obtenu un meilleur prix. Maître Leroy se pencha en avant. Amélie, regardez la date sur le projet de contrat, dit-elle. Je regardai. Il était daté d'il y a 2 semaines. Maintenant, dit Maître Leroy, regardez la section sur la répartition du capital. Je tournai la page. Vendeurs, Jean-Pierre et Martine Dubois, 100% propriétaires. Si l'entreprise est vendue, expliqua Maître Leroy, ce sont les propriétaires qui reçoivent le chèque. La totalité. Mais si vous étiez encore là, si vous étiez encore la garante, si vous étiez encore la PDG de l'ombre, vous auriez pu faire une réclamation. Vous auriez pu argumenter que vous aviez un apport en industrie. Vous auriez pu les poursuivre pour une part du gâteau. Je compris. Ils m'ont viré pour faire place nette, dis-je. Ma voix tremblait. Ils voulaient s'assurer que je ne pourrais pas réclamer un seul centime de ces 8 millions. Ils voulaient encaisser, prendre l'argent et me laisser sans rien. Exactement, dit Maître Leroy. Ils allaient vendre l'entreprise que vous avez sauvée, prendre l'argent que vous leur avez fait gagner et vous exclure complètement. C'est pourquoi le licenciement était avec effet immédiat. Ils voulaient que vous soyez parti avant que l'accord ne soit conclu la semaine prochaine. Je sentis une rage froide se répandre dans mon corps. C'était plus froid que l'air de la nuit. J'ai pensé aux nuits où j'ai dormi sur le sol du bureau. J'ai pensé aux vacances que j'ai sautées. J'ai pensé aux prêts que j'ai contractés à mon nom. Ils n'étaient pas seulement incompétents. C'étaient des voleurs. Ils volaient le travail de ma vie. Eh bien, dis-je, je suppose qu'ils ont gagné. Ils m'ont viré. L'affaire va se conclure. Maître Leroy sourit.
C'était le sourire d'un requin. Continuez à lire, dit-elle. Page 14, clause 7b. Je tournais les pages. Je trouvais la clause 7b, maintien du personnel clé. Il est entendu par l'acheteur, Omni Global, que la valeur de la marque du domaine Dubois est fortement liée à sa qualité opérationnelle et à ses relations avec les fournisseurs. Par conséquent, il est une condition de cette clôture que mademoiselle Amélie Dubois, directrice des opérations, soit maintenue en tant que consultante pour une période de transition minimale de 12 mois. Si mademoiselle Dubois n'est pas employée par l'entreprise au moment de la clôture, l'acheteur se réserve le droit de résilier cet accord immédiatement. Ma bouche s'entr'ouvrit. Ils n'ont pas lu le contrat, chuchotai-je. Bien sûr que non, dit maître Leroy. Votre père ne lit jamais les contrats. Il regarde juste le prix. Omni Global c'est qui dirige l'endroit, poursuivit maître Leroy. Ils ont fait leur vérification. Ils savent que votre père est une figure de pro. Ils savent qu'Antoine est une blague. Ils savent que vous êtes la seule à savoir comment fonctionne la chaîne d'approvisionnement. Ils vous veulent. Ils n'achètent pas le vignoble, Amélie. Ils achètent le système que vous avez construit. Je levai les yeux vers maître Leroy. Donc, dis-je, si je ne suis pas là. Si vous n'êtes pas là, dit maître Leroy, l'accord est caduc. Omni peut se retirer sans payer un centime. Je me rassois dans le fauteuil. Mes parents avaient essayé d'être malins. Ils avaient essayé de m'exclure pour garder tout l'argent, mais ce faisant, ils avaient déclenché la seule clause qui détruisait toute la vente. « Que voulez-vous faire » demanda maître Leroy. Elle tenait un stylo à la main. « Nous pouvons rester silencieux. Nous pouvons les laisser essayer de le cacher à Omni. Peut-être qu'ils pourront les tromper. » Je secouai la tête. « Non, dis-je. Ils voulaient suivre les règles. Ils m'ont envoyé un avis de licenciement formel. Ils ont mis toute l'entreprise en copie. Je regardai maître Leroy. Rédiger une lettre formelle à l'équipe juridique d'Omni Global, dis-je. Maître Leroy commença à taper. Dites-leur, dis-je, ma voix dure comme l'acier, que le personnel clé mentionné dans la clause 7b a été licencié avec effet immédiat. Joignez l'email de mon père comme preuve. Dites-leur que je ne suis plus affilié au domaine Dubois et que je ne serai pas disponible pour la période de transition. Vous annulez l'affaire, dit maître Leroy. Vous mettez le feu à 8 millions d'euros. Ce n'est pas mon argent, dis-je. Ça ne l'a jamais été. Si je ne peux pas faire partie de la famille, alors je ne ferai pas partie de la vente. Maître Leroy arrêta de taper. Elle me regarda avec respect. Et le vignoble ? Demanda-t-elle. Sans cette vente, sans la ligne de crédit, sans la licence, il s'effondre, dis-je. Êtes-vous sûr ? Demanda-t-elle. Une fois que j'envoie ça, il n'y a pas de retour en arrière. J'ai pensé au message vocal de ma mère. Nous continuons sans toi. J'ai pensé à l'email de mon père. Déloyal. Ils avaient essayé de me vendre comme du bétail. Envoyez, dis-je. Annulez ce marché. Maître Leroy appuya sur la touche entrée. Envoyez, dit-elle. Je regardai par la fenêtre la silhouette de la ville. Quelque part là-bas, dans un bureau d'entreprise, une équipe d'avocats recevait un email qui allait faire exploser le plan de retraite de mes parents. Mon téléphone vibra dans ma poche. C'était mon père. Je ne répondis pas. Je me levai. Merci, maître Leroy, dis-je. C'est la maison qui régale, dit maître Leroy. C'est le plus de plaisir que j'ai eu depuis des années. Je sortis du bureau. Je pris l'ascenseur pour descendre. Je me sentais plus légère. Il voulait jouer aux affaires. Il voulait jouer les durs. Il venait de se faire éliminer. Cette soirée était censée être le point culminant de l'année, le gala annuel des vendanges. Les billets coûtaient 500 € par personne. La liste des invités comprenait le maire, des célébrités locales et nos plus grands membres du club de vin. C'était la nuit où mes parents prétendaient être de la royauté. Je n'allais pas y aller. Je n'avais aucune raison d'être là. Mais j'avais laissé une boîte d'affaires personnelle dans mon bureau, des photos de ma grand-mère, mon diplôme, quelques livres. Je ne voulais pas qu'ils jettent mes affaires à la poubelle. Alors, à 19 h, je suis allé en voiture au vignoble. En remontant la longue allée, je m'attendais à voir des lumières. Je m'attendais à entendre de la musique. Je m'attendais à voir des voituriers s'affairer.
Au lieu de cela, j'ai vu le chaos. Il y avait des voitures garées de travers sur la pelouse. Des gens en smoking et en robe de soirée se tenaient sur le parking, l'air confus. J'ai garé ma voiture et me suis dirigé vers la tente principale de l'événement. Le silence était sinistre. D'habitude, il y a un groupe de jazz qui joue. Ce soir, il n'y avait que le son de voix en colère. Je suis entré dans la tente. C'était un désastre. Les tables étaient dressées avec des nappes blanches et des fourchettes en argent, mais les verres étaient vides. Il n'y avait pas de vin sur les tables. Le bar était fermé. Un panneau était collé sur le devant. Service suspendu sur ordre de la DGDI. J'ai vu un serveur debout près du mur, l'air ennuyé. Que se passe-t-il, lui ai-je demandé. Pas de licence, dit-il en haussant les épaules. Le traiteur a refusé de servir la nourriture parce que le chèque d'acompte a été rejeté. L'orchestre a plié bagages il y a 1 heure. C'est une ville fantôme. J'ai regardé autour de moi. Les invités chuchotaient. Certains étaient sur leur téléphone, appelant probablement des Uber pour s'enfuir. L'illusion du domaine du bois s'était brisée devant tout le monde. Puis je les ai vus. Mes parents étaient près de la scène. Ma mère pleurait, son mascara coulant sur son visage. Mon père criait sur Maître Bernard, l'avocat. Antoine était introuvable. Mon père leva les yeux et me vit. Son visage changea. Pendant 1 seconde, il parut soulagé. Il pensait vraiment que j'étais là pour le sauver. Amélie, cria-t-il. Il courut vers moi. Il m'attrapa le bras. Dieu merci, tu es là. Règle ça. Parle au traiteur. Dis aux invités que c'est juste un problème technique. Ouvre la cave à vin. Je retirai mon bras. Je ne peux pas, dis-je calmement. Je ne travaille pas ici. Tu te souviens? Arrête ça, cria ma mère. Elle se fraya un chemin à travers la foule. C'est notre réputation. C'est notre vie. Comment peux-tu être si cruel? Nous sommes ta famille. Les invités nous regardaient maintenant. Le maire regardait. Famille, demandai-je. Ma voix n'était pas forte, mais elle portait dans la tente silencieuse. C'est pour ça que vous avez essayé de vendre l'entreprise dans mon dos? Mon père se figea. Son visage devint pâle. Je ne sais pas de quoi tu parles, balbutia-t-il. J'ai vu le contrat, papa, dis-je. Omni Global, 8 millions d'euros. Vous alliez vendre le vignoble la semaine prochaine. Vous m'avez viré à 2 heures du matin pour ne pas avoir à partager 1 centime avec moi. Vous alliez encaisser et me laisser sans rien. Ma mère baissa les yeux vers le sol. Elle ne pouvait pas me regarder dans les yeux. C'était une décision commerciale, chuchota mon père. Nous avions besoin de l'argent pour notre retraite. Tu es jeune. Tu peux trouver un autre travail. Je sais, dis-je. Et je l'ai fait. Mais vous avez fait une erreur. Je fouillai dans mon sac. J'en sortis une copie de l'email que Maître Leroy avait envoyé à Omni Global 1 heure auparavant. Vous n'avez pas lu le contrat, dis-je. Clause 7b. L'acheteur exigeait que je reste en tant que personnel clé. Si je ne suis pas employé, l'accord est caduc. Je lui tendis le papier. Maître Leroy leur a envoyé ça. Ils savent que vous m'avez viré. Ils savent que je suis parti. Les mains de mon père tremblaient en lisant l'email. Il me regarda avec une horreur pure. Que as-tu fait? Alta-t-il. L'accord? C'était 8 millions d'euros. C'était notre porte de sortie. Vous avez viré votre porte de sortie, dis-je. Omni vient de retirer son offre, papa. L'affaire est morte. Vous n'avez pas d'acheteur. Vous n'avez pas de ligne de crédit. Vous n'avez pas de licence de débit de boisson. Et vous avez une tente pleine de gens en colère qui veulent récupérer leur argent. Mon père laissa tomber le papier. Il avait l'air sur le point de s'évanouir. Tu nous as ruinés, sanglota ma mère. Fille ingrate. Non, dis-je. J'ai juste arrêté de vous sauver. Je passais devant eux. Je traversais la foule d'invités stupéfaits. Je suis allé au bureau de l'arrière. Mes clés fonctionnaient encore sur la porte. Je suis entré. Ça sentait la poussière et le vieux papier. J'ai pris ma boîte d'affaires. J'ai pris la photo de ma grand-mère. J'ai pris mon diplôme.
J'ai regardé le bureau où j'avais passé 5 ans de ma vie. J'ai regardé l'écran de l'ordinateur, qui était sombre. Je ne me sentais plus triste. Je me sentais propre. Je suis ressorti. Mes parents se tenaient toujours au milieu de la tente vide. Les invités partaient. Les lumières vacillaient. Je n'ai pas dit au revoir. Je suis allé à ma voiture, j'ai mis la boîte sur le siège passager et je suis parti. En tournant sur la route principale, j'ai regardé dans le rétroviseur. Le vignoble était sombre. La fête était finie. L'effondrement fut rapide. C'était comme regarder un bâtiment imploser. Le lendemain matin, la nouvelle fit la une des journaux locaux. Gala du domaine du bois, un désastre. Licence suspendue. Les invités fuient. La banque rappela le prêt 2 jours plus tard. Parce que j'avais révoqué la garantie, la banque savait que l'entreprise était insolvable. Ils gelèrent tous les actifs restants. Ils exigèrent le remboursement intégral des 125 000 € immédiatement. Mon père ne les avait pas. Les fournisseurs commencèrent à poursuivre. Le verrier, l'imprimeur d'étiquettes, le fournisseur d'engrais, tous déposèrent des plaintes au tribunal de commerce. Antoine fut le premier à fuir. 3 jours après le gala, il posta une vidéo sur Instagram. Il n'était pas au vignoble. Il était à Paris. « Salut les gars », disait-il dans la vidéo. Je voulais juste annoncer que je quitte l'entreprise viticole familiale pour poursuivre ma véritable passion, le mannequinat de fitness. L'ambiance là-bas était devenue trop toxique. C'est l'heure des nouveaux départs. Il ne mentionna pas la faillite. Il ne mentionna pas qu'il avait volé de l'argent pour l'essence. Il les a simplement quittés. Mes parents étaient seuls. Ils ont essayé de m'appeler. Ma mère laissait des messages vocaux en pleurant. Mon père laissait des messages vocaux en criant. Puis ils ont envoyé des emails me suppliant de revenir et de parler à la banque. Je les ai tous supprimés. J'ai bloqué leur numéro. Je n'étais pas méchante. Je protégeais ma paix. Sans moi pour gérer la trésorerie, l'électricité fut coupée en 1 semaine. La pompe d'irrigation s'arrêta. Les raisins, la magnifique parcelle de pinot noir, se ratatinèrent sur les vignes. Ils se transformèrent en raisins secs. Les oiseaux les mangèrent. Ça me brisait le cœur d'y penser, mais ce n'était plus ma récolte. 1 mois plus tard, l'avis de saisie immobilière fut affiché sur le portail. La banque saisit la propriété. Ils organisèrent une vente aux enchères. Je ne suis pas allé à la vente aux enchères. Maître Leroy y est allé pour moi, juste pour observer. Elle me raconta plus tard ce qui s'était passé. C'était triste, dit-elle. Ton père était assis au dernier rang. Il avait l'air d'avoir 20 ans de plus. La terre a été vendue à un promoteur qui veut construire des appartements de luxe. Les barriques et l'équipement ont été vendus à vos concurrents. Ont-ils obtenu assez pour couvrir les dettes, demandai-je. À peine, dit Maître Leroy. Après que la banque a pris sa part et les avocats la leur, tes parents sont repartis avec presque rien. Peut-être assez pour louer un petit appartement en ville. Et les 8 millions, demandai-je. Envolés, dit-elle. Omni Global n'a jamais regardé en arrière. J'ai hoché la tête. C'était une tragédie, mais une tragédie qu'ils avaient eux-mêmes créée. Pendant que leur monde s'effondrait, le mien commençait. J'avais mis à jour mon CV. J'avais ajouté une nouvelle ligne, directrice des opérations par intérim, domaine du bois, gestion de toute la logistique financière et opérationnelle. J'ai passé un entretien avec une start-up technologique à Nantes. Ils cherchaient une directrice financière. Ils avaient besoin de quelqu'un qui comprenait les chiffres, mais qui avait aussi du cran, quelqu'un qui pouvait gérer une crise. Pendant l'entretien, le PDG m'a demandé, parlez-moi d'une fois où vous avez dû prendre une décision difficile pour protéger la santé financière d'une entreprise. J'ai souri. Eh bien, dis-je, laissez-moi vous parler d'un vignoble. J'ai eu le poste. Le salaire était le double de ce que je gagnais avant, plus des stocks options, plus des avantages sociaux complets. Mais la meilleure partie n'était pas l'argent. C'était le respect. Le premier jour, le PDG est entré dans mon bureau. Amélie, dit-il, voici la carte de crédit pour les dépenses de votre département. Nous avons confiance en votre jugement. Vous n'avez pas besoin de demander la permission pour les petites choses. Nous savons que vous ferez ce qu'il faut. J'ai tenu la carte dans ma main.
Nous avons confiance en vous. J'ai failli pleurer. J'ai travaillé dur. J'ai remboursé mes propres dettes. J'ai acheté une nouvelle voiture. Une voiture que j'ai choisie, pas une voiture de fonction d'occasion. Je me suis fait de nouveaux amis. Des amis qui m'aimaient pour moi, pas pour le vin gratuit. Je construisais une vie qui m'appartenait. Chaque brique, chaque euro, chaque instant était à moi. C'était le soir du Nouvel An. J'étais assise par terre dans mon nouvel appartement. C'était un endroit magnifique avec de grandes fenêtres donnant sur la Loire. Le pont était illuminé au loin. La pièce était silencieuse, mais c'était un silence heureux. J'avais un plateau de charcuterie sur la table basse, et j'avais une bouteille de vin. C'était un pinot noir du domaine du Bois, le millésime d'il y a 3 ans. C'était le premier assemblage que j'avais créé entièrement seul. J'avais choisi les barriques. J'avais chronométré la fermentation. C'était la seule bouteille qu'il me restait. Je l'ai ouverte. Le bouchon fit un léger pop. J'ai versé un verre. Le vin était d'une couleur rubis profonde et riche. Je suis allé à la fenêtre. J'ai pensé à mes parents. J'ai entendu dire qu'ils avaient déménagé dans un petit appartement. Mon père travaillait à temps partiel en vendant des assurances. Ma mère travaillait dans un grand magasin. J'espérais qu'ils allaient bien. Vraiment. Je ne les détestais pas, mais ils ne me manquaient pas. J'ai réalisé que famille est un mot délicat. Les gens vous disent que la famille, c'est tout. Ils vous disent que vous devez leur pardonner quoi qu'il arrive. Ils vous disent que les liens du sang sont plus forts que tout. Mais parfois, le sang n'est qu'un liquide qui vous coûte tout. Parfois, la famille, ce sont les gens qui vous coupent les ailes et vous reprochent de ne pas voler. J'ai levé mon verre vers les lumières de la ville. À Amélie, ai-je chuchoté. J'ai pris une gorgée. Ça avait le goût de mur et de terre. Ça avait le goût du travail acharné. Mais surtout, ça avait le goût de la liberté. Je n'étais plus la petite méticuleuse. Je n'étais plus la PDG de l'ombre. Je n'étais plus la victime. J'étais juste moi. Et pour la première fois de ma vie, c'était suffisant. J'ai fini le vin. J'ai lavé le verre. J'étais prête pour la nouvelle année. Si vous avez déjà dû vous éloigner de quelqu'un que vous aimiez pour vous sauver, écrivez liberté dans les commentaires. Et rappelez-vous, le respect est la seule monnaie qui ne perd jamais de sa valeur. Ne laissez personne dépenser la vôtre sans votre permission.